en parlera certainement. Mais il y a ce amorce, il nous faut progresser sur cette question-là. En même temps, il faut que nous progressions sur la jonction avec les autres niveaux de mobilité, en particulier donc, ce que sera le grand contournement ouest et l'ensemble des autres interactions qui vont venir jouer avec l'ensemble de ces questions, en particulier les mobilités douces. On a suggéré avec Christophe Paolini qui passe sur le vélo, en particulier le vélo première, deuxième couronne, mais aussi, je veux dire, avec évidemment les transports en commun et le train, et en particulier cette carte unique. Vous savez que j'y avais beaucoup milité, que nous avons fini par trouver un accord grâce à la région et à la SNCF, évidemment. Je veux saluer dans la salle en particulier tous mes collègues maires, vice-présidents qui sont également présents. Je veux dire, beaucoup de communes sont évidemment concernées par ce sujet de la 35 et sa transformation en boulevard urbain. Et le public est extrêmement divers, et c'est bien normal, parce qu'il y a évidemment des questions de nature, il y a évidemment des questions de qualité de l'air, il y a évidemment des problèmes de confort de vie, de développement économique. Il y va aussi, je dirais, de la capacité de nos communes, de l'agglomération, à pouvoir se développer et à jouer pleinement le plan local d'urbanisme intercommunal que nous venons de valider à une très très large majorité. Si on veut pouvoir continuer à traiter des équilibres à l'intérieur de cette agglomération, il nous faut bien, je dirais, penser l'ensemble de ces mobilités. J'ai vu aussi qu'il y avait un certain nombre de professionnels, constructeurs de routes, merci de votre présence. Ceux qui réfléchissent à les détruire, merci de votre présence également. Et donc, ainsi, nous avons la diversité des opinions qui pourra s'exprimer dans le débat que nous aurons tout à l'heure, et cela est heureux dès lors que chacun respecte la parole de l'autre. Je voudrais, pour conclure mon propos après ces remerciements, vous dire que nous démarrons ce cycle que j'ai souhaité cette fois comme président de l'agence d'urbanisme, avec M. Paul Lecroix, à ma gauche, qui est urbaniste senior à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de l'IAU, de la région Île-de-France. C'est l'agence la plus importante du réseau auquel nous participons de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Vous intervenez, monsieur, depuis 1991 sur le rôle des grands projets urbains dans la transformation des métropoles européennes, de Montréal à Séoul, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, en passant par Birmingham, Amsterdam, Barcelone, Berlin, Copenhague, Londres. Vous observez la transformation des métropoles par la reconversion de leurs voies rapides et avenues, intégrées en tissu urbain, et vos centres d'intérêt portent sur les processus de transformation des espaces métropolitains, les liens entre l'urbanisme et les mobilités, les projets urbains innovants et l'espace public. Vous êtes intervenu dans des missions régionales, en Île-de-France évidemment, puisque c'est votre lieu de prédilection. Vous participez aux ateliers du SDRIF, au cadran Nord, la rocade métro, au plan vert régional, à des missions internationales, en particulier à Rabat, Tokyo, Téhéran et Johannesburg. Vous nous aiderez donc, je l'espère, à comprendre les bases de ce type de transformation, d'identifier des conditions les meilleures pour y arriver, en partager évidemment les enjeux, et voir comment est-ce que nous pouvons approcher l'idée de première brique de ce cycle pour lequel nous vous avons demandé d'être présents et de nous permettre de visiter à accroître notre savoir sur ces questions. Merci en tout cas d'avoir accepté ce déplacement qui nous va très vite avec le train, mais c'est quand même heureux que vous ayez accepté de venir nous rencontrer. Mesdames et messieurs, bonne soirée, merci à vous, monsieur. Merci. Est-ce que le micro marche? Oui. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité ici à Strasbourg. Merci à Anne Ponce et à Yves Gendron aussi d'avoir suscité en fait mon intervention. Je suis très heureux d'être dans une des métropoles françaises qui est le plus en pointe sur ces questions de mobilité, d'aménagement et d'urbanisme. Donc je suis très honoré d'être ici ce soir. J'espère ne pas vous ennuyer. On va se promener un petit peu dans différentes métropoles, mais vous m'excuserez à l'avance, de ne pas savoir tout sur ces métropoles. Je les ai étudiées pendant un certain temps, mais il y a encore beaucoup d'interrogations. Et puis deux, pour des raisons de temps, je ne voulais pas être trop long,
Donc j'ai un peu raccourci mon intervention, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va peut-être passer à la présentation. C'est moi qui commande. Oui. Alors, on va essayer de réfléchir au travers de ces cas internationaux sur les leçons, les enseignements qu'on peut tirer, mais je ne ferai pas allusion au cas de Strasbourg, que je ne connais pas bien du tout, mais j'espère que dans les éléments que je pourrais amener, ça peut faire écho avec vos préoccupations ici. Je commenterai cette image tout à l'heure. On est dans la Ruhr, comme vous savez sans doute. Mais on va passer assez directement à la présentation, qui sera donc en 3 temps. D'une part, rappeler un petit peu le contexte, mais vraiment très très brièvement, parce que beaucoup de spécialistes dans la salle, et vous connaissez le sujet aussi bien que moi. Donc de cette question de comment est-ce qu'on a adapté la ville à l'automobile. Ensuite, on regardera un peu ces études de cas à l'étranger. Et puis, on terminera avec quelques leçons que moi j'ai apprises de ces expériences étrangères. Dans les années 60 en France, 40 aux États-Unis, on a eu des programmes donc, massifs d'investissement routier. Et au départ, en fait, on a commencé d'abord à construire ces autoroutes dans les métropoles avant de les faire contourner les métropoles. Et ceci, en fait, est en partie lié à l'histoire américaine. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revisiter le pays de l'automobile et de voir qu'aujourd'hui, il s'interroge sur la fin d'un modèle, peut-être, en tout cas la transformation d'un modèle. Mais mes collègues de l'Institut d'aménagement de la région parisienne à l'époque, au début des années 60, sont allés aux États-Unis, ont rencontré les ingénieurs américains, ont été assez fascinés par ce qu'ils voyaient et sont revenus avec les modèles de trafic. Et c'est ces modèles de trafic qui, en région parisienne, ont servi à dimensionner les réseaux de voirie. Et comme vous voyez sur cette image, on a Paris, qu'on contourne quand même, hein, on la traverse pas de part en part, mais on a vraiment un maillage autoroutier extrêmement dense. Sur cette image de l'Est parisien, en fait, on avait 3 autoroutes qui étaient prévues pour aller de Paris à Marne-la-Vallée, la 4, la 3 et la 17. Ces autoroutes, en fait, n'ont pas été réalisées parce qu'il y a eu des oppositions, des maires ou des associations. Et aujourd'hui, on a un réseau qui est le résultat, en fait, assez aléatoire, finalement, d'une programmation et d'oppositions diverses et variées, et puis aussi de problèmes de financement, ce qui fait qu'on a un réseau qui est un petit peu décousu en Ile-de-France. Ici, on a une image finalement de cette réalité, cette modernité en fait qui est rentrée dans la ville. On a, pour faire venir ces autoroutes en plein cœur des villes, on a détruit en fait de la valeur, on a détruit des logements aussi bien à New York qu'à Paris que dans d'autres villes. Et en fait, l'une des idées qu'il y avait derrière, c'était que les emplois étaient encore concentrés dans le cœur des villes et qu'il fallait que les classes moyennes qui accédaient à l'automobile puissent accéder à ces emplois rapidement. Et ces classes moyennes, en fait, avaient tendance à s'installer en pavillon, en périphérie, dans les années 40 aux États-Unis et à partir des années 60 en France. Donc la rationalité en fait de ces autoroutes, elle est vraiment très liée à la périurbanisation et à l'expansion spatiale des villes de l'époque. Alors, pour faire venir une automobile de masse dans la ville, on ne pouvait pas évidemment la faire circuler avec les piétons, les vélos et toutes les autres activités de la rue. Et donc on a inventé ce concept de la séparation des circulations qu'on retrouve encore par morceaux en fait, à la fois dans la conception même du réseau autoroutier et puis bien sûr dans certains quartiers que vous connaissez qui sont construits sur dalle.
Une autre invention en fait de l'époque, c'est le zoning, la séparation des fonctions urbaines, où on a à la fois les différentes activités humaines qui commencent à se dissocier. Et donc le commerce se distingue du bureau, se distingue de l'habitat, se distingue des grands équipements, etc. etc. Et donc on a cette image, hein, qui est ici en Ile-de-France, mais on pourrait peut-être être en périphérie de Strasbourg, hein, une dilatation de l'espace et une séparation des fonctions. Et évidemment, associé, comme je le disais, cette volonté en fait de s'installer à la campagne, on va dire, et donc de profiter du gain de temps vers les centres-villes pour habiter de plus en plus loin. Une des conséquences, en tout cas pour nos villes, de l'intrusion, on va dire, de ces autoroutes au cœur de la ville, bien sûr, ça a été, au-delà de ces questions de congestion, de pollution qu'on voit arriver maintenant, ça a été d'abord la coupure de l'espace. Et avec la coupure, vient donc les difficultés de cheminement pour tous ceux qui ne sont pas dans leur voiture, et puis aussi la dévalorisation en fait, de certains espaces. On peut prendre un exemple, ici on est à Noisy-le-Sec et à Rosny en région parisienne. On voit bien en fait que auprès de ce grand réseau d'infrastructures habitent ceux qui n'ont pas forcément le choix. Et donc ça c'est un enjeu particulièrement important. On sait qu'aujourd'hui en fait une grande partie des personnes qui sont exposées quotidiennement aux nuisances du réseau autoroutier, notamment à la pollution de l'air, ne sont pas les ménages les plus favorisés de nos métropoles. C'est un enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu social. Voilà un peu, juste pour brosser le portrait, dresser le paysage en fait, dans lequel on est. Aujourd'hui, en fait, ce que je viens de dénoncer n'est plus une évidence. C'est-à-dire qu'on parle davantage de mixité des fonctions, on parle davantage de mixité sociale, on parle de reconnexion, on parle de l'accessibilité tout mode. Et donc on n'est plus en fait dans ce modèle, mais on n'est plus non plus... on a en fait ces infrastructures qui sont toujours là et qui ont une assez grande inertie, on va dire, puisque autant une rue traditionnelle, un boulevard, une avenue, une place sont malléables, on peut les transformer. Vous nous avez montré la voie d'ailleurs à Strasbourg depuis 20 ans, vous avez vraiment transformé votre espace urbain avec le tramway. Les grosses infrastructures routières, bien sûr, sont plus difficiles à bouger. C'est pour ça que je vais prendre quelques exemples en fait, de villes qui l'ont fait. Ces exemples en fait, s'inscrivent dans un programme d'études qu'on a mené à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme qui était destiné à renseigner, à ouvrir un peu la réflexion, parce qu'on a aussi en Ile-de-France plusieurs projets de transformation de grandes voies routières. Le premier exemple que je vais présenter est celui de la ville de Portland, aux États-Unis, dans l'Oregon, une ville à peu près de 500 000 habitants dans une agglomération d'à peu près 1,5 million. Et c'est sans doute, en tout cas à ma connaissance, la première ville au monde qui a commencé à redessiner une infrastructure autoroutière qui traversait la ville, qu'on voit ici, en plein cœur de la ville, le long de cette rivière. Donc voici à quoi ressemblait Portland et son front de rivière dans les années 60. Donc une voie rapide construite dans les années 40, une dévalorisation, déqualification de tous les espaces en bordure, et finalement, là où on avait des industries, des entrepôts, c'est plus rentable d'avoir de les louer comme parking, puisque tout le monde vient dans le centre-ville en voiture, et donc il y a une forte demande. Cet axe en fait sert à la fois à assurer les mouvements est-ouest à l'intérieur de la ville et à desservir le centre-ville. Et
C'est